Maintenant, c'est mon plaisir. J'appelle un de vos plus grands acteurs, Louis de Funès. Monsieur de Funès. À quoi pense Louis de Funès lorsqu'il se tient sur cette scène des Césars en 1980 ? Il est là devant tout le cinéma français venu l'acclamer. Il échange quelques mots avec Kirk Douglas, la star d'Hollywood, mais pourtant, il a l'air d'être seul. Mesdames, messieurs, Lui, si pudique et souvent timide, semble s'être réfugié dans ses pensées pour se protéger de trop d'émotions. Peut-être, pour se sentir plus fort, commence-t-il à rêver que ses plus fameux personnages le rejoignent. Ceux de la Grande Vadrouille, de la Folie des Grandeurs, du Cornio, d'Hibernatus, de Rabbi Jacob. Ils sont là, à ses côtés. Louis songe aussi à sa femme qui l'accompagne depuis si longtemps et ses enfants, petits et grands. Les voici qui arrivent à leur tour. Il revoit le jeune homme qu'il était, pense à celui qu'il est devenu et à sa formidable carrière, tout entière consacrée à nous faire rire. Tandis qu'il s'apprête à recevoir ce César d'honneur des mains de Jerry Lewis, le comique américain pour qui il a tant d'admiration, De Funès pense sans doute que cette récompense arrive bien tard. Louis, it is my pleasure to present to you this award of great achievement. Bravo! Mais peu importe si la reconnaissance de ses pairs s'est faite attendre. Louis connaît son talent et il sait qu'il ne doit qu'à lui seul son formidable destin. Attendez-moi! Là, ça va faire du bruit. Rabbi Jacob, elle va danser! Lorsqu'en 1973, Louis de Funès entre dans la danse de Rabbi Jacob, il est au sommet de sa carrière. Il enchaîne les triomphes depuis 10 ans. Mais le chemin vers la célébrité a été semé d'embûches. Il n'est devenu star qu'à 50 ans, après des années de galère où il enchaînait les petits rôles sans réussir à percer. Alors De Funès arrive de tellement loin qu'au fond pour lui, cette réussite, C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. le miracle, c'est aussi que son envie de nous faire rire soit restée intacte, comme lorsque gamin, il amusait ses parents. Dans votre famille, vous faisiez rire? Beaucoup. Je faisais beaucoup rire ma mère, mon père aussi, qui était plus réservé, m'a fait cacher son sourire, mais ça me faisait plaisir quand même. Je faisais rire, non mais ma mère, c'était mon premier client. Et mon père était très comique aussi, un genre plus... Lui, c'était un comique andalou, ce qui s'apparente beaucoup au comique anglais. Car vous êtes andalou d'origine. De père et mère, je suis espagnol. Oui. Il y a très longtemps. Votre nom complet, c'est quoi? Ah oh là là, c'est De Funès de Galarza. La rencontre des parents de Funès est romanesque à souhait. Tout commence donc en Espagne en 1904. Le père, Carlos, avocat sans le sou, a enlevé la belle et ardente Léonore pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Léonore est bien née, mais elle est surtout très amoureuse. Elle épouse Carlos de Funès en cachette et les voilà partis tenter leur chance à Paris. Le riche père de Léonore accepte de pardonner et il accorde une rente aux amoureux qui ont désormais 2 petits, Maria et Charles.
Mais Carlos a décidé de se lancer dans le commerce de pierres précieuses. Il tombe bien vite sur un escroc qui engloutit les économies du ménage. En apprenant la terrible nouvelle, le père de Léonore est terrassé par une crise cardiaque. Et voilà la famille de Funès ruinée. C'est dans ce cadre instable que naît Louis de Funès le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Très tôt, le petit Louis essaie d'apporter de la légèreté dans cette famille désargentée. Une mission enfantine qui deviendra sa vocation. J'avais demandé au Père Noël, car je lui écrivais tous les ans, j'avais demandé au Père Noël un guignol. C'était déjà le théâtre. Un guignol que vous auriez aimé animer vous-même? Mais je l'animais moi-même, je pense bien. J'avais des personnages, j'avais Gnafron, Guignol, j'avais le diable, j'avais les gendarmes déjà. Les gendarmes étaient dedans. Et je faisais le guignol à mon frère et à ma sœur. Si Louis est un gamin drôle et turbulent, son père Carlos est décidément un homme fantasque. Il s'est mis en tête de fabriquer des émeraudes synthétiques, mais il est daltonien, ce qui complique l'affaire. Rien ne marche, l'argent ne rentre pas, le père de Louis ne sait plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'un jour, on retrouve au bord d'un canal les chaussures de Carlos, son chapeau et une lettre d'adieu. Louis de Funès n'a que 12 ans quand son monde s'écroule. Mais coup de théâtre. 2 ans plus tard, la famille découvre que Carlos n'était pas mort. Tout ça n'était qu'une entourloupe macabre, un faux suicide destiné à couvrir la fuite du paternel parti tenter sa chance au Venezuela. Mais Léonore de Funès a un tempérament aussi passionné qu'orgueilleux. Nous sommes en 1930 et cette femme déterminée va courir récupérer son mari en Amérique du Sud. Elle décide de partir seule, laissant derrière elle ses enfants. Le noyau familial est pulvérisé. Les 2 aînés sont grands et savent se débrouiller, mais Louis est encore bien jeune. Léonore l'a confié à une amie responsable d'une pouponnière. Adolescent sensible et courageux, il essaie de tenir bon. Durant de longs mois, Louis se console de l'absence maternelle auprès des petits pensionnaires. Avril 1930, ma petite maman. Ici, il fait un temps merveilleux. Les repas sont fort bons. Tu sais, maintenant, je donne quelquefois des biberons aux poupons et je donne tous les jours à manger à la cuillère à mon poupon préféré qui a 14 mois. Il s'appelle Christian. Le professeur a dit qu'il était très content de moi et que je faisais des progrès en calcul. Comme cela, tu seras contente. Je termine en t'embrassant bien fort, ainsi que papa. Lorsque Carlos est ramené en France par Léonore, Louis est déjà presque un homme. Il a 20 ans à la mort de Carlos en 1934. Le lien avec son père a été si définitivement altéré qu'il en gardera toujours un sentiment de gâchis. Et sa confiance en la vie sera sérieusement entamée par les terribles mensonges de Carlos. Malgré la célébrité, de Funès restera pour toujours cet enfant déclassé et à jamais anxieux. Un comédien dont la seule consolation sera de nous faire rire, qui va s'emparer de son histoire familiale et de sa peur de manquer pour les transformer en gags qui nourriront ses films. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Vous aider, monseigneur. Non, ça c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de bouffer. Toute sa jeunesse, Louis va la vivre dans le besoin. Il passe les années 30 à enchaîner les petits boulots et finit par s'improviser pianiste de bar. Il court après le cachet et joue dans plusieurs établissements au cours de la même nuit. Bien plus tard, il aura l'élégance de rire de ses sales années. La dernière maison que j'ai faite, où j'ai joué, c'était le club de Paris qui n'existe plus. Et je jouais de 5h30 du soir à 5h30 du matin. C'est-à-dire que la petite aiguille faisait 12 heures. C'est très long, la petite aiguille, elle va très doucement. Je jouais sans arrêt, et des forces de faire pipi. À 5h30 du matin, comme je me levais, j'avais l'impression d'être Eric von Stroheim dans La Grande Illusion, comme ça. Je me souviens, j'allais demander 1000 francs, je ne pouvais plus parler. Tellement j'étais fatigué. J'étais en plâtre, alors en ciment. J'étais cimenté avec la forme du tabouret. La musique va accompagner de Funès durant toute sa carrière.
Avec une énergie qui n'appartient qu'à lui, il fera du tempo une composante essentielle de son jeu. Le piano est partout présent, même dans les notes personnelles de Louis de Funès. Toute sa vie, il a couché ses pensées dans un cahier, souvent transformé en idées de gags. Et on y retrouve des traces des 8 longues années qu'il a passées à jouer dans les bars. Pianiste de bar, bête de somme. Assiette pour les pourboires. C'est le patron qui ramasse l'argent grâce à une ficelle qui fera basculer le fond de l'assiette et l'argent glissera dans une gouttière. L'ancien pianiste va souvent exagérer ce qu'il a lui-même vécu, jusqu'à faire jaillir de nous un rire totalement sadique. C'est un saligo. Vous me paierez ça très cher. C'est une honte, vous savez que c'est une honte. C'est pourtant armé de son seul piano qu'il va traverser la guerre. En 1939, resté à Paris à la faveur d'une confusion de dossiers, il échappe à la mobilisation et au combat. En revanche, son frère aîné Charles, auquel Louis est très attaché, va mourir au front en 1940. Il dira plus tard « Mon frère a toujours eu de la malchance partout, alors que moi, pendant la guerre, je suis toujours passé avant ou après une attaque. J'ai toujours eu de la chance. » Alors De Funès va tenter de survivre avec cette drôle de chance dans le Paris occupé. Il s'agrippe à son clavier pour pouvoir manger et joue toutes les nuits malgré le couvre-feu. Jusqu'à ce qu'en 1942, il rencontre la belle Jeanne Barthélemy. Coup de foudre. Louis veut immédiatement l'épouser. Mais il est déjà marié avec Germaine, dont il est séparé depuis 2 ans. Ensemble, ils ont eu un fils, Daniel, qu'il ne voit que très rarement. Le divorce d'avec Germaine est rapidement prononcé et Louis épouse Jeanne en 1943. C'est le début d'une union fusionnelle, un amour qui va durer toute leur vie. L'amour est là, mais De Funès cherche toujours sa voie. En pleine guerre, il décide de devenir comédien. Il fait un bref passage au cours de théâtre de René Simon, où il croise le jeune acteur Daniel Gélin qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie. Un jour de 1945, dans le Paris de l'après-guerre, De Funès descend d'une rame de métro quand Daniel Gélin monte. « Appelle-moi, lui lance Gélin, j'ai peut-être un truc pour toi. » Ce truc ne sera rien d'autre que la première apparition à l'écran de Louis de Funès dans La Tentation de Barbizon. L'apprenti comédien a 32 ans. Il est tellement impatient de jouer qu'il arrive sur le tournage un peu trop tôt. Moi, je suis arrivé le matin au studio à 7h du matin et j'ai tourné à 7h30 le soir. À 7h25, il dit, bon, maintenant on va se dépêcher, mais on n'a plus le temps. Maintenant, c'est à vous. Et moi, je tremblais comme ça. Et voilà. Et alors, j'ai voulu être drôle. Et en fermant la porte, j'ai fait carrément ça. Il dit, tu vas pas faire ça, non? Même si son enthousiasme a été quelque peu refroidi, il décide de se lancer dans le métier. Mademoiselle Désir. Mais pendant des années, de figuration en petit rôle, il va tirer le diable par la queue. J'ouvrais une porte, l'arc est passé, je refermais la porte. Ici, taulier d'un hôtel de passe. C'est la première fois que ça arrive. Ailleurs, prêtre ou cuistot. 2 petits mots, une silhouette ou un regard. De film en film et de pièce en pièce, Louis de Funès bricole et se débrouille. Non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut que ça change, tenez. Je me rappelle, mon contrat, c'était un monsieur qui s'appelle André Brûlé. Il m'a donné une page comme ça. Je dis, voilà votre rôle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors je regarde. Parce qu'il m'avait dit, c'est le 4e rôle masculin. Ah ben j'ai dit, c'est bien, c'est intéressant. Et je regarde, je disais, ma veste. Exact. Puis je cherche partout, rien. Pour forcer le destin, De Funès arpente pendant des heures l'avenue des Champs-Élysées dans l'espoir de convaincre un producteur sortant du Fouquet's de lui donner un petit rôle. Jeanne l'accompagne souvent et quand elle est là, tout est plus doux. Louis a de la chance, il le sait bien. Une autre femme aurait exigé qu'il trouve un vrai travail depuis longtemps. D'autant qu'ils sont devenus parents, de Patrick en 1945, puis d'Olivier 4 ans plus tard. Jeanne est son socle, son équilibre. Ces deux-là s'aiment vraiment. Louis de Funès, le gamin né dans une famille déglinguée, a finalement réparé les dégâts en fondant un foyer heureux.
Mais le cinéma ne veut pas encore de lui. Alors pour faire bouillir la marmite familiale, il joue aussi dans des publicités et il en profite pour placer quelques grimaces. Vise la poupée, sacré nom d'un chien, je vais m'en occuper. Visez juste. Fumer visa. Je suis devenu comédien, j'ai commencé à faire des petits cachets, ça ne se bousculait pas, c'était un fois tous les 6 mois, ça ne se bousculait pas trop pendant 2-3 ans. Il y avait que ma mère qui m'appelait. Et alors, enfin, merde, je disais pas ça, mais enfin, on s'était acheté un téléphone mural, là. Alors, je disais à Jeanne, je disais, regarde le téléphone, et quand ça sonnait, hop, et il disait, allô, comment tu vas? Ah, je dis, tu vas bien? Oui, ça va bien. Enfin, espérons. Ma mère disait toujours espérons. Espérons. Et on raccrochait, c'était fini. Et j'attendais toujours ce coup de téléphone qui ne venait pas. Ouais. Le temps passe et Fufu, comme l'appellent ses copains, doit prendre les choses en main. Il veut absolument rejoindre la troupe des Branquignoles fondée par Robert Derry et Colette Brosset. C'est là que s'invente un nouveau comique. Il doit en être. « Rends-toi compte, dit-il à Robert Derry, j'ai 40 ans et je commence seulement ma carrière. » Ensemble, ils vont créer en 1953 « Ah les belles bacchantes », revue théâtrale déjantée qui sera immédiatement adaptée au cinéma. Dites-moi, monsieur Derry, pour le tableau suivant, on n'est pas tout à fait prêt. Dites, j'aurais voulu ne pas me faire remarquer. Ah bah c'est loupé, ça. On ne voit que vous, ici, vous êtes. Oui? Oh là, je crois pas, j'en suis sûr. Ah oui, ah non, mais dites, non, moi j'aurais désiré passer inaperçu. Passé inaperçu, De Funès n'en a pas du tout envie. Il est même prêt à sortir string et paillettes pour tirer son épingle du jeu. À force d'accumuler les petits rôles, De Funès est devenu un visage familier du cinéma, de ceux dont on ne sait jamais comment ils s'appellent, mais qu'on reconnaît de plus en plus souvent quand ils apparaissent à l'écran. Et il se dit que son obstination a fini par payer lorsqu'en 1956, il décroche un rôle face aux 2 plus grandes vedettes de l'époque. Il a déjà 42 ans et il va tout donner pour profiter de cette formidable opportunité qu'est la traversée de Paris. Janvier 2000 francs. Rien du tout! Je lui casse la gueule! Janvier, je veux 2000 francs. Janvier 45 rue Polimo. Oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi le descendre! Janvier! 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 N'êtes pas fou? On vous entend de partout. Non, c'est rien, ça s'arrange! Monsieur Janvier! Je vous préviens qu'il me faut encore... Tenez! Et moi? Plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en! Allez-vous-en! Ça, je vous ai assez vu, hein? Allez-vous-en, allez hop! Et moi? Allez! Allez-vous-en! Et moi? Allez-vous-en! Et moi? Et vous? On avait dit 450. Bon! J'en ai déjà donné 5000! La caisse est fermée! Allez hop! Démerdez-vous! Je me souviendrai de ce cochon. Grâce à ce cochon, et surtout parce qu'il ne s'est pas démonté face à Jean Gabin, Louis de Funès vient de traverser la cour des grands. Mais il ne fait qu'y passer, sa scène ne dure que 7 minutes. De Funès y a cru, mais il est déçu. Les critiques évoquent à peine sa performance. Et même si les producteurs remarquent enfin son énergie folle et lui donnent quelques premiers rôles, il va lui falloir attendre encore 5 ans pour réellement réussir à percer. Mais nous sommes milliardaires! Nous sommes milliardaires! Et il approche les 50 ans quand sa carrière au cinéma est enfin lancée, grâce au film Pouic Pouic de Jean Giraud. Le pauvre Antoine! Allez, ma concession! Oui, ma concession! Sainte Vierge. Ma concession! Ma concession! Eh bien voilà, elle est vendue. Hein? À monsieur Antoine Brévin. Surveillez-moi bien, j'ai tendance à en faire un peu trop. De Funès a prévenu son entourage et pourtant Pouic Pouic ressemble à une promesse. Le De Funès qu'on va adorer commence à se dessiner face à une Jacqueline Maillan complètement loufoque. Les 2 comédiens se régalent à jouer ensemble et ça se voit. Coucou.
Oh non, écoutez, je n'ai pas envie de jouer, je vous assure. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau présent vous rende riche et content. Ah, elle y a pensé. Elle y a pensé. Oh, Cynthia, ma biche. Au fond, tu es un petit être exquis. Et si parfois, il m'arrive d'être nerveux. Mais non, Léo, mais non. Mais si. La vie, vois-tu, il faut se battre. Tu comprends, ma biche? Je comprends, mon Léo. Au même moment, les Branquignols triomphent dans la revue théâtrale La Grosse Valse. Louis de Funès est de plus en plus célèbre, mais il a accepté de rejoindre ses amis Robert Déry et Colette Brossès sur les planches. La troupe gravite autour de Louis, qui se régale. Déchaîné, le comédien est à son affaire et le public ne s'y trompe pas. Tout Paris vient se gondoler devant Louis de Funès. Quand vous entendez le rire des gens, par exemple, Ah oui. vous provoquez, ça vous fait du bien? Ah, beaucoup, énormément. C'est une grande jouissance, ça, c'est un grand plaisir. Vous ne dites pas, c'est parce que je fais quelque chose et il se Rien moque un du peu de moi? Ah, pas du tout, pas du tout. Ça se sent quand tu moques, c'est pas du tout le même rire. Je ne l'ai jamais eu. Mais c'était Guitry qui écrivait ça dans, si j'ai bonne mémoire, qui décrit l'emboîtage. L'emboîtage, et ça, vous savez, c'est une drôlerie et d'une tristesse aussi. Il dit, tout d'un coup, vous entendez un rire, mais un drôle de rire. Et ça, vous savez, c'est un drôle de... Non, on sent très bien, c'est pour vous, ça vient par bouffer, puis on joue avec la salle, ce qui est amusant. Dans la vie, vous êtes drôle? Pas du tout. Votre famille... Non, on dit toujours à ma femme, qu'est-ce que vous devez rire chez vous? Et je vous jure que des fois, on rigole pas du tout. Non, je suis pas drôle du tout. Je fus taciturne, mais maintenant, je suis normal, avec les soucis d'un monsieur de tous les jours qui a tous ses soucis de toute la journée. Il a beau l'affirmer, de Funès n'a déjà plus grand-chose d'un monsieur de tous les jours. Mais il est en tout cas devenu un monsieur comme il faut. Avec Jeanne, ils élèvent leurs 2 fils sur des valeurs catholiques traditionnelles auxquelles de Funès est très attaché. En père exigeant, il veille à ce que ses enfants soient d'excellents élèves, qu'ils se construisent un avenir pour ne pas reproduire ses propres errances. Et puis, de Funès est un monsieur méfiant. S'il peut désormais offrir aux siens une résidence secondaire, il se met à redouter plus que tout de se faire cambrioler. Alors il va installer des alarmes dans tous les coins qui auront la mauvaise habitude de se déclencher n'importe quand. Malgré sa nature inquiète, Louis vit avec sa famille un bonheur tranquille qui lui convient parfaitement. Mais nous sommes au cœur de l'été 1964 et de Funès s'apprête à tourner le film qui va définitivement changer le cours de son existence. Bon voyage, monsieur Antoine. Au revoir, je vais revenir tout bronzé. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh non, vraiment. Super. On a beau connaître cette scène du Cornio par cœur, ça marche à tous les coups. Elle est bonne, hein? Cornio fait 23 premières. La 2 chevaux est montée sur des boulons explosifs qui s'éjectent au moindre impact. Il n'y a qu'une voiture, qu'une prise possible et pas le droit à l'erreur. Bourvil se paie alors le luxe d'improviser. Et en regardant bien, on peut voir de Funès baisser la tête pour dissimuler son sourire. Face à la caméra de Gérard Houry, Louis de Funès retrouve Bourvil 8 ans après la traversée de Paris, du temps où de Funès n'était qu'un second rôle. Les 2 comédiens s'étaient à peine croisés. Ils vont maintenant apprendre à se connaître. Je me présente, de Funès. Bourvil. Ça va, oui. Et ils évoluent dans des registres comiques si différents qu'ils décident de s'en amuser. Moi, j'ai quelques bons trucs, je crois que... Ça, vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Je crois que... Et vous, Moi, ça va. Vous faites rien, vous, Non, dans rien. ce film-là, Rien. vous jouez sobre. Non, je m'en vais là-bas. Maintenant, je m'en vais. À cette camaraderie se mêle pour de Funès une forme de rivalité.
Il est payé 3 fois moins que Bourvil et il pense que le film met son partenaire en avant. Une nuit, dans sa chambre d'hôtel, De Funès épluche le scénario du Cornio, il compte ses répliques, celles de Bourvil, et le déséquilibre lui saute aux yeux. Bourvil est méchamment favorisé. De Funès est furieux. Il décide de faire la grève de l'expression. Panique sur le tournage, quand Louis de Funès se met à jouer sobre, on frôle la catastrophe industrielle. Alors, Gérard Houry lui accorde des séquences supplémentaires, muettes. Tenace et ambitieux, De Funès est donc allé chercher avec les dents ce qui est devenu une des scènes les plus connues de notre cinéma. Sous cette douche, le comédien peut être tranquille. Les années de vache maigre sont loin. Il va désormais pouvoir imposer sa singularité. Et dans les pages de son cahier, il revendique alors son ambition et son audace. Se rappeler que tous les sujets ont été traités. C'est la manière de l'écrire et de l'interpréter qui changera tout. Fabriquer des séquences fantastiques avec des personnages fantastiques. Aller au-delà d'où l'esprit peut aller. Dans Fantomas, il devait être le faire-valoir de Jean Marais, immense vedette depuis l'après-guerre. Tu peux trembler, Fantomas. Oh, Fantomas. Et je Fantomas, et encore Fantomas. Mais De Funès veut toute la place. Pas le temps de finasser, et tant pis s'il ne fait pas toujours dans la dentelle. Et vous êtes là depuis longtemps? Jean Marais est exaspéré par l'outrance de De Funès. Il dira être devenu le figurant le mieux payé de la place de Paris. F comme Fantomas, hein? C'est une coïncidence, bien sûr. On va t'interviewer, mon gaillard. Amenez-le, monsieur. Allez. Cet été 1964 constitue un point de bascule dans la vie de Louis de Funès. Il enchaîne coup sur coup les tournages du Gendarme de Saint-Tropez, de Fantomas et du Cornio. 7 millions d'entrées pour le Gendarme, près de 5 millions pour Fantomas et plus tard 11 millions d'entrées pour le Cornio. C'est un cas absolument unique dans l'histoire du cinéma. En un été, l'été de ses 50 ans, Louis de Funès va passer du statut de vedette à celui de star. Et ça va tout changer. Mais c'est lui! Parce que maintenant que je commence à avoir un peu plus de galon, je commence à choisir mes scénarios, mes metteurs en scène, je commence à faire un peu ce que je veux et à prendre ma responsabilité maintenant. Dans les films que je vais faire, je peux dire au public qu'il peut y aller. Enfin, s'il me trouve mauvais, ce sera de ma faute maintenant. Ouais. Parce qu'avant, ça n'était pas de ma faute. On me disait, non, c'est comme ça qu'il faut jouer, vous jouerez comme ça, puis, hein, le comique, moi, hein. Bon. Mais des gens qui se disent comiques, il y en a plein. Ouais. Ah, mais tout le monde, c'est rien du tout, le comique, c'est un... Il y avait une directrice de théâtre, qui, je la nomme bien, mais bien sûr, je ne la nomme pas, qui me disait, écoutez, mon cher De Funès, moi, je vais vous dire une chose. Vous jouez chez moi une pièce qui fait rire le monde, mais je vais vous dire une chose. Moi, je joue de la tragédie. Eh bien, quand j'ai envie de me reposer, c'est vous ce que je fais. Je me repose samedi-là, je joue une pièce comique. Tellement simple. Oui, et puis c'est ce qu'il y a de plus simple. J'aurais voulu voir si ça portait, alors là. Ah là, j'aurais voulu être dans la salle. De Funès incarne maintenant un certain cinéma populaire. Des films faciles pour beaucoup d'intellectuels qui considèrent que la comédie est un art mineur. Alors l'acteur devient la cible des critiques comme Jean-Louis Bory, qui dans l'émission de radio Le Masque et la Plume va démolir le Cornio avec délectation. Devant Bourvil, Louis de Funès fait du son Funès. Devant de Funès, Bourvil fait du son Bourvil. On arrive naturellement à la catastrophe qui est le film de Gérard Houry. Bon, un film qui pour moi représente le vomi du cinéma français, se complaisant dans sa bassesse avec une satisfaction jubilante. Merci Jean-Louis Bory. Louis de Funès en fait de plus en plus. Il interrompt véritablement l'action pour faire ses numéros. Ne croyez-vous pas que c'est perdre beaucoup de temps ici que de parler des grognements de Monsieur de Funès? Enfin, quoi? Mais non, pas du tout. Ils se moquent-t-on?
Est-ce que vous aimez De Funès? Oui. Ah. Il faisait beaucoup de grimaces, il en fait un peu moins. Avant, il faisait comme ça, mais maintenant, ça va mieux. Vous riez quand vous voyez De Funès? Pas beaucoup. Non. Ah bah, il va peut-être faire des progrès. Je sais pas. Oui, non, enfin, vous savez, je suis pas... De Funès... Non, mais il est très bon quand même. Oui, pour certains, oui. Il y a une petite clientèle. Petite clientèle. Malgré l'ironie, la critique touche Louis là où il est le plus vulnérable. Elle attise son sentiment d'infériorité, lui qui n'a jamais vraiment pris de cours de comédie. Alors De Funès ne s'apaise qu'auprès des siens, dans son monde. Caméra au point, il filme ses partenaires avec douceur et ensemble, ils ignorent le snobisme parisien. Mais il a parfois du mal à cacher la blessure quand on le renvoie à ses facilités de jeu. Vous avez autant de tics, autant d'attitudes. Ou justement, vous ne les avez pas dans la vie. Depuis qu'un journaliste a dit des tics et des grimaces, c'est des tics et des grimaces. Mais alors je n'en fais pas du tout. Ça vous a agacé, hein? Oui, oui, ça m'a agacé. Ça m'agace toujours. C'est des tics et des grimaces, c'est terrible. Alors que je n'en fais pas du tout. Jamais. Au fond, ce qui déplaît aux critiques, ne serait-ce pas ce que Louis de Funès représente? Ah, c'est pas possible. Un homme tout à la fois abject, mais tellement drôle, qu'on finit par tout lui pardonner. Oui. De Funès est ce patriarche bourgeois qui roule confortablement en déesse dans une France conservatrice. L'incarnation du gaullisme triomphant et discipliné. Oui, commissaire, il y a un an, vous risquiez votre vie à la poursuite de Fantomas. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Dans cette France des 30 Glorieuses, Louis de Funès continue de tracer sa voie. Il est un homme de son temps dont la réussite accompagne la dynamique du pays. Il enchaîne les films et dès qu'il peut, il s'échappe avec Jeanne. Ailleurs, avec elle, il reprend des forces, puis il repart en tournage et trouve son équilibre dans ce rythme soutenu. Jusqu'à ce que Gérard Houry lui propose le scénario de La Grande Vadrouille. Nous sommes en 1966 et De Funès accepte de se tourner vers son passé. Lui qui n'a pas fait la guerre va se replonger dans cette période qu'il a bien connue, la France de l'occupation. Le comédien prend la route avec Stanislas Lefort et Augustin Bouvet, le chef d'orchestre et le peintre en bâtiment, contraints de traverser ensemble le pays occupé. Hey, hein? Aidez-moi à descendre. Ah bah je peux pas le laisser, voyons. Approchez-vous. Hein? Approchez-vous. Ah. Attendez. Hé là, hé. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Oui. Ah, très bien. Allez, arrangez bien vos uniformes. Bien à l'allemande. Une démarche sèche, rigoureuse. Marchez comme des officiers. Le tournage de La Grande Vadrouille, c'est avant tout les retrouvailles d'un trio. Bourvil, De Funès et Gérard Houry au sommet de leur art. En offrant à De Funès le personnage de Stanislas, Gérard Houry lui permet d'incarner une France veule qui veut d'abord sauver sa peau. C'est l'occasion pour le comédien de pousser un peu plus loin son exploration de la nature humaine. C'est à la fois une histoire réaliste, en ce sens que c'est une histoire, si vous voulez, qui aurait pu se passer en 1942 sous l'occupation, encore que la guerre y soit traitée d'une façon, disons, légère. Mais ça tient également un tout petit peu, si vous voulez, de la bande dessinée, en ce sens que c'est disons, un Tom et Jerry. C'est dans ça que ça rejoint Laurel et Hardy. Il y a le gros chat qui poursuit les petites souris, et chaque fois qu'il les tient, elles s'échappent. S'autoriser à rire de l'occupation, montrer des anti-héros qui incarnent une France ni tout à fait résistante ni complètement collabo à peine 20 ans après la fin de la guerre, le film dérange.
il est descendu par toute une partie de la critique qui déplore une consternante farce rétrograde, quand d'autres parlent carrément d'abjection. Sauf qu'il y a du défoulement dans ce rire, et les spectateurs s'y précipitent. Le film fera 16 millions d'entrées. Et à chaque diffusion de La Grande Vadrouille, la magie opère. C'est devenu un étrange rituel teinté de nostalgie. Les Français se réunissent par millions devant leur petit écran, toutes générations confondues, pour vivre ensemble une gigantesque communion nationale. Ce triomphe éternel, le film le doit d'abord et avant tout au tandem le plus célèbre du cinéma français et au plaisir évident que De Funès et Bourvil prennent à jouer ensemble. Les deux comédiens cherchent sans arrêt des gags, puis les proposent à Gérard Houry, qui achète ou n'achète pas. On en pleurait de rire. On pleurait pas de nous, bien sûr, on ne se fait pas rire mutuellement, mais de nos personnages, de ce que nous trouvions ensemble, de ce que Houry trouvait. Il faut s'amuser, prendre un énorme plaisir à le faire. Là, on est gagnant, on est sûr. Et c'est ce qui est une des choses les plus dures. Pour Bourvil, bien plus direct, leur collaboration ressemble à un flirt amoureux. Il dit « Tenir un rôle comique, c'est comme faire la cour à une jolie fille. Il faut du répondant. » Et quand il sent De Funès un peu ronchon, Bourvil le salue d'un « Ça va mon petit poussin ?» qui provoque illico l'hilarité de Louis. Si ces deux hommes-là nous touchent autant et depuis si longtemps, c'est sans doute bien pour cette complicité qui dépasse leurs différences. Quand l'immense pudeur de Louis se frotte à la douceur de Bourvil, quand la réserve de l'un se cogne à la tendresse de l'autre, forcément, cela rejaillit sur l'écran. Je vais rentrer à Paris. Je vais retrouver mon chantier. Bon, bah vous le reverrez, votre chantier. Ben non. Mais si. Ben non. Mais si. Mes pinceaux. Des pinceaux en soie, tout neuf. Eh ben, je vous achèterai une grosse boîte des gros pinceaux carrés. Allez. C'est des ronds qu'il faut. Vous n'y connaissez rien, quoi. Vous viendrez à la boutique avec moi, on choisira ensemble. Allez, allez. Oh non, non, oh non. C'est ma peinture. Hein? On achètera 3 boîtes, c'est le même magasin. Allez, venez. Si Juliette était là, elle saurait. Hein. Mais je suis là. Regardez. Oh, c'est pas la même chose, hein. Vous le reverrez, la petite vie du guignol. Hein? Vous foutez pas d'air, hein? Parce que vous allez avoir affaire à moi, hein? Excusez-moi, ça va mieux? Il m'en faudrait peut-être une deuxième. Ça va là? Dites-moi, vous n'en voulez pas une, vous? Ah non, pas du tout. Mais tu vas l'avoir quand même. Tu vas l'avoir. Grâce au triomphe de La Grande Vadrouille, De Funès peut acheter comptant un château dans la Loire, pour l'amour de Jeanne. C'est un endroit qu'ils connaissent, où ils allaient souvent dans les années 50. Le domaine appartenait autrefois à la famille Maupassant, à laquelle Jeanne est apparentée. Quel homme amoureux n'a pas rêvé d'offrir à sa femme la maison de son enfance? Jeanne est heureuse, donc Louis l'est aussi. D'un coup de baguette, Stanislas, le chef d'orchestre, a exaucé leurs vœux. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop. J'aime beaucoup les rapports entre chef, sous-chef, les chefs de l'autre. J'aime beaucoup tous ces rapports. Je me rappelle d'un chef de bureau, mais d'un petit bureau. Il y avait 4 dactylos, puis il y avait des gras de papier, dont j'étais d'ailleurs. J'étais classeur, moi. Je classais des choses. Et lui, il avait fait son bureau, il était sur un petit piédestal ou comme ça. Sur son bureau, il y a un petit piédestal, il fallait grimper une petite marchette. C'était un peu plus haut que les autres. Monsieur de Tartas, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général vous attend. Et à nouveau De Funès choisit d'en rire. Oh, monsieur le secrétaire général. Cher monsieur de Tartas. Quel honneur. Je vous en prie. Pardon. À partir des bassesses dont il a été témoin, il invente son personnage de petit chef, dur avec les faibles et minable avec les puissants.
Je devine, monsieur, que cette convocation a dû vous surprendre. Je ne m'attendais pas à un tel honneur, monsieur le secrétaire général. J'aime bien les fauchetons, j'adore les fauchetons. Comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. Et là, il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à faire de grimaces, il n'y a rien, ni à sauter par-dessus des haies, il n'y a rien. Un faucheton. Les fauchetons. Comment ça, vous allez dire? Eh bien, je suis bien content. Oui, c'est... Oh, il y a à faire, là. Il y a des énormes volumes, là. Oh, madame la comtesse. Et notre cher mignon, où est-il? Le voilà. Avec ses dons, avec son intelligence et beaucoup de leçons particulières, il deviendra aisément, madame la comtesse, l'un de nos plus brillants sujets. Il est nul. Non, il n'est pas nul, monsieur Morisot, il est timide, voilà. Il est timide, voilà. Écrasé par les responsabilités qu'implique un grand nom, on perd une partie de ses moyens dans un examen, voyons, c'est bien connu. N'est-ce pas, Isolde? La barbe. Il a raison. Il a raison. On ferait l'impossible, n'est-ce pas? Je maintiens qu'il est nul. Aïe, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a? Mon professeur de comédie fut, à son insu, fut ma mère, qui était terrible. Ma mère, c'était ça, mais multiplié par je sais pas combien. Rémus était un petit enfant, bonne expression. Ma mère, moi, je suis un marbre, comme figure, voyez. Elle apprenait des colères, mais des colères à feinte, souvent. Elle était faucheton aussi, elle apprenait des colères feintes. Enfin, c'était un personnage très truculent, très drôle, très amusant. Avec des colères, que je vais te tuer, que je vais te tuer, t'es droit. Des choses comme ça. Ouais, elle me dit, comment tu dis? Et comment tu dis? Et pendant ce temps, avec sa main, elle cherchait une poire ou quelque chose, une pomme ou une morceau de tarte. Comment? Paf! je le voyais venir. Mais elle avait des éclats, des colères. Et je crois que j'ai appris ça. Mon personnage, peut-être avec ma mère, je l'ai trouvé. Si Louis parle de sa mère avec cette tendresse amusée, c'est sans doute qu'il voit toujours en elle la jeune femme passionnée, partie récupérer son homme au bout du monde. C'est elle qui lui a appris à transformer son enfance mouvementée en force de vie. Parce que Louis le sait bien, même si les grandes personnes ne sont pas censées faire ça, quand on s'énerve et qu'on trépigne, c'est d'abord la preuve qu'on est vivant. Je vous ai déjà dit la ferme, vous. Alors, quoi de neuf? Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp ou je te tape. Avec un sens du rythme qui lui vient de son passé de musicien, et parce qu'il est fasciné par ce moment où la fureur fait perdre toute dignité à l'homme, De Funès s'invente une véritable grammaire du rire, qui se nourrit de la commedia dell'arte, Mademoiselle Rogivu! et des fureurs de Donald Duck, Mais je vous manquez de calme et de sang-froid, hein? Allez vous l'asseoir, vous. pour nous offrir la rage d'un vieil enfant capricieux. Il ne faut surtout pas ce qu'on appelle jouer comique. Ça, c'est un grand secret que je donnerai à des élèves. Il faut jouer sincère, presque de la tragédie. Dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas faire ce que j'appelle faire le gugus, faire le comique. Ça ne passe pas du tout. Là, c'est un clin d'œil au public, et là, il se méfie le public. Il dit attention, on veut que je rie. Je ne joue pas comique, je joue très dramatique, mon rôle. Moi, je joue dramatique, sincère, dramatique, et c'est pourquoi les gens rient. Cette façon qu'a Louis de tout jouer au premier degré lui vient sans doute de l'époque des Branquignoles. Entre deux tournages, il part avec ses amis Robert Derry et Colette Brosset. Leur fantaisie décalée nourrit son inspiration et se retrouve dans les films que De Funès peut désormais initier. Parce qu'il est devenu tellement célèbre que c'est maintenant lui qui lance les projets qu'il veut tourner. Comme Le Grand Restaurant, ce film qu'il avait en tête depuis des années et qu'il met en chantier en 1966. Louis veut tout tenter, sans limite dans le délire. Il s'engouffre dans le sentiment anti-allemand, toujours vivace 20 ans après la guerre, pour nous offrir sur un plateau une scène parfaitement absurde. Alors voilà, vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend, pour 6 personnes normales, ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln,
1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Sur le tournage du Grand Restaurant, De Funès cherche sans arrêt de nouveaux gags. Il délaisse Jeanne et ses partenaires de jeu pour trouver des idées. Puis, il les soumet à ses fils, qui en grandissant sont devenus son premier public. Imaginez les enfants, je me fais passer pour un client dans mon propre restaurant. Veuillez vous occuper de monsieur. Bonjour, monsieur Paris. Le client sera un vieil emmerdeur qui demande un radis en entrée. Pas une assiette de radis, juste un radis. Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites, monsieur? Vous me donnerez un radis. Un radis. Bien, monsieur, et ensuite? Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Un yaourt. Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé. Ce sera rapide, monsieur. Non, vous me laissez, monsieur. Je veux que mon travail soit fait comme on faisait autrefois, comme les artisans, les fins orfèvres d'autrefois. Donner une chose... Mais une chose qui m'avait toujours épaté quand j'étais petit, quand je voyais une voiture neuve ou une chose neuve, on avait l'impression que l'homme ne l'avait pas touchée. Oui. Mais c'est pas possible. C'est un cadeau, un don du ciel, ou un téléphone, je ne sais pas quoi, un poste de TSF que l'homme n'avait pas touché. C'est ce que je voudrais donner dans mon travail, faire la même chose, on ne sente pas du tout la fabrication. Allez-y. 3, 4. C'est donc ça, si De Funès réussit à faire jaillir de nous ce rire un peu fou, c'est parce qu'il fait en sorte qu'on ne voit pas le travail que ça demande. Cette scène de délire collectif, il l'a voulu parfaite, qu'elle soit aussi bien réglée que West Side Story. Pliez, tendu la jambe et hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? C'est vrai? Parce qu'il recherche l'excellence, Louis de Funès impose sa discipline sur les plateaux. Si je ne vous avais pas arrêté, jusqu'où serait allée cette bacchanale? Il est capable de piquer des colères noires. Allez, tous en rang, allez! Si l'équipe du film n'est pas comme lui aux répétitions dès l'aube. Et là, De Funès sait se montrer très désagréable. On m'avait raconté il y a quelques années une histoire qui m'avait fait rire. Vous êtes arrivé au studio et vous avez dit « Je suis de mauvaise humeur, je ne peux pas tourner ». Non, c'est pas possible. Non, c'est jamais arrivé. Ça n'aurait même pas pu me venir à l'idée, ça. Jamais. Vous n'êtes jamais de mauvaise humeur? Si, mais si, j'ai été de mauvaise humeur souvent, mais parce que c'était des choses de technique. Le scénario n'était pas prêt, ou ce qu'on m'indiquait ne me plaisait pas, et puis des choses que je voyais, des choses de paresse, que j'ai vu, des choses de manque de mise au point. Et ça me dépasse, ça c'est très dur. J'ai fait quelques films qui ont été très durs, qui me soulevaient des tonnes. Mais les mauvaises humeurs que j'ai eues, c'est vrai, avec des incapables. Voilà. Si le journaliste pose aussi frontalement la question, c'est que Louis de Funès traîne maintenant une sale réputation. On le dit méchant et autoritaire. En fait, le plus souvent, quand les choses ne se passent pas comme il veut, il est plutôt d'une froideur polaire. Et c'est sa femme, Jeanne, qui se charge de dire en face ce qui fâche. Elle est devenue son agent en 1960. Il est maintenant l'acteur le mieux payé du cinéma européen. Et s'il se fait assister d'un avocat pour les négociations les plus tendues, les décisions se prennent toujours à deux. Jeanne est à la fois son ange et sa gardienne. Elle l'accompagne sur tous les plateaux. Sa présence enveloppante rassure Louis. Elle qui m'aimait quand je n'étais rien, que j'étais maigre et que j'avais le teint gris. Et Jeanne assume. Elle affirme « Je dois souvent veiller au grain, c'est ce qui fait qu'on m'a surnommée la panthère. On dit de nous, lui est épatant, mais elle ne se laisse pas faire. » En réalité, c'est le couple qui est de plus en plus critiqué dans le milieu du cinéma. On reproche à De Funès de laisser trop de place à sa femme et à Jeanne
de se mêler de tout. Est-ce que je viens travailler avec ma femme, moi ? Sur le plateau du Tatoué, Jean Gabin est exaspéré par la présence de Jeanne. Le tournage est difficile, chacun pense que l'autre lui tire dans les pattes, et le fait que Gabin soit payé 1 million de francs quand De Funès touche 1,5 million n'arrange rien à l'affaire. Et puis, il y a le problème du regard de Louis De Funès. Il est prêt à tout pour faire rire, mais il y a une chose à laquelle il tient, c'est qu'on voit au mieux ses yeux si bleus. Étonnante coquetterie qui complique la vie des éclairagistes sur le tournage du Tatoué. Ils doivent rajouter de la lumière sur le visage de Louis De Funès. Sauf que Jean Gabin, lui, a un problème de coupe rose. Et donc, soit Gabin est pâle et De Funès a les yeux gris, soit De Funès a les yeux bleus et Gabin est écarlate. Gabin marmonne que quand on veut avoir les yeux bleus à l'écran, il vaut mieux les avoir bleus dans la vie. Ce à quoi De Funès répond par le biais de Michel Audiard: « Ton ami Gabin, c'est fou le mal qu'il se donne pour se montrer désagréable. » Après cette expérience en demi-teinte, le comédien décide de s'entourer de partenaires en qui il a confiance. Et ça commence par celle qui va incarner son épouse. Avec mon ami Jean Sac, qui est madame... J'allais dire madame De Funès, c'est madame. Elle change de nom. Elle a été madame Bosquier. Elle a été madame... madame... Comment je m'appelle le gendarme? Il s'appelle Cruchot. Madame Cruchot. Et c'est drôle parce que c'est madame De Funès, la vraie, alors qui a eu l'idée de tout Jean Sac. L'élégante et délicieuse Claude Jean Sac sera pour toujours la biche de Louis De Funès. Il est tard. Mais non, il n'est jamais trop tard pour faire la cour à sa femme, ma biche. Charles. Oui. Antoine. Oui. Mais ouvrez ma biche. Je dors. Elle joue sa femme dans 7 films. Détendez-vous. Non mais c'est moi, il est là, il regarde. Ne jurez pas, je déteste. Non, nous coucher, ma biche, cela va s'arranger. Bonne nuit, mon ami. Mutine et réactive, elle sait comme personne renvoyer la balle à son partenaire. Il suffisait qu'il lui lance « Tu me suis ?» et le couple partait pour plusieurs minutes d'improvisation. Allez, viens m'aider. Viens m'aider. Va me chercher une scie. Vite. Il n'y a pas que Claude Jean Sac à qui le comédien soit fidèle. Louis De Funès aime s'entourer de complices qui savent lui dégager un boulevard quand il a l'idée d'un gag. Exactement. Certains datent de l'époque des Branquignoles. D'autres sont des rencontres au gré des films. Adjudant Jérôme Cherpet. Il y a Michel Galabru, Paul Prébois, Pierre Tornage, Maurice Rich, Grosso modo. Mais aussi durant quelques années son propre fils Olivier, que les Français voient en 6 films, passer de l'adolescent au jeune homme, puis à l'homme jeune. Mon fils, Gérard, my son. How do you do? Entre. Papa. Ah, heureusement que j'ai celui-là. Un brillant sujet, discipliné, affectueux. Et en première à 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a, mon bon petit? Il y a du schtroumpf dans le dortoir des secondes, ils se bagarrent à coups de flotte et ils enferment les Le Guenec dans les cabinets. Très bien, je te remercie, je m'occupais de ça. Viens, mon tout petit. Je vais continuer mon herbier, j'en suis au crucifère. Ce sera lui, mon bâton de vieillesse. Un bâton merdeux, oui. Philippe, ne sois pas vulgaire. Là, j'avais promis de vous poser une question, je vous la pose, mais enfin, Quoi donc? faut répondre en toute sincérité, comme si De Funès ne vous entendait pas. Est-ce que... Qu'est-ce que ça représente qu'être la partenaire de Louis De Funès, d'un film à l'autre, comme ça Qu'est-ce que ça représente? Ça représente d'abord beaucoup de travail. Pour que ça passe à l'écran, le comique, il faut vraiment y aller de toutes ses forces, de toute son âme, de toutes ses tripes. Tout en jouant avec lui, je regarde et je sais presque les choses qui vont arriver. Ça roule, quoi, exactement comme une roue, c'est merveilleux. Cette rose est magnifique. Toutes mes excuses pour hier, madame la colonelle. C'est moi qui vous en dois.
Désormais, je conduirai plus sagement. Une tasse de thé. Un sucre. 2 sucres. Pour beaucoup, Louis de Funès restera éternellement associé à la série des gendarmes. C'est le gendarme de Saint-Tropez qui lui offre son premier triomphe, et par loyauté, le comédien restera toute sa carrière fidèle à cet escadron de bras cassés. Même s'il sait que les gendarmes ne comptent pas parmi ses meilleurs films, il consentira donc à jouer le maréchal des logis Ludovic Cruchot à 6 reprises et pendant 18 ans. Le succès populaire de la saga relève du phénomène de société. Ce qui plaît tant aux Français, c'est sans doute cette façon de se moquer de l'autorité et d'esquinter l'uniforme. Les gendarmes racontent aussi le décalage avec la jeunesse. Louis de Funès est profondément de droite, réticent à une modernité qui lui échappe et qui est contraire à ses valeurs conservatrices. Oh, qu'est-ce que c'est? Une installation. Je vois une chose qui me paraît impossible. Mais vous voyez ce que je vois, mon adjudant? Je le vois, Cruchot. Alors il n'a pas beaucoup à se forcer pour jouer le conflit des générations qui explose en ce printemps 1968, en plein tournage d'Un gendarme. Lui qui, avant même le général de Gaulle, comparait déjà la révolte des jeunes à la chienlit. Alors là, ça va barber. Qu'est-ce que c'est que cette chienlit? Mais enfin, papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Viens par ici, regarde-toi. Hop, regarde-toi. Viens pas toi casser la glace, hein? Tout le monde s'habille comme ça ici. Bah, évidemment, toi t'es en uniforme, ça change pas beaucoup. Paris s'enflamme, la France entière est bloquée. Une partie de l'équipe du film Le gendarme se marie, solidaire du mouvement, se met en grève. On vous appelle, voyez-vous? Le tournage est suspendu. Louis de Funès est furieux. Il peste contre ces faiseurs de désordre. Mai 68 m'a plus que choqué, ça m'a mis à vif. Ça m'est tombé dessus, j'avais rien vu. Je vivais dans du duvet. Au début, j'étais pour parce que je croyais que c'était les étudiants et j'ai des enfants étudiants. Mais après, quand j'ai compris que c'était politique, un truc d'extrême gauche, j'ai pris cela en horreur. J'aime l'ordre chez moi. Et il dira plus tard, on a voulu tout transformer, tout libérer, redevenir jeune, mais on ne l'était plus. Et dans son cahier, il écrit « L'époque où nous vivons, musique de jeunes partout, télé, radio, changer de poste, rien n'y fait. Musique qui n'est pas faite pour les gens âgés. Jeunes gens en hippie, jeans, cheveux de gauche. Monsieur de mon âge d'un autre temps, grossièreté de jeune, gros, le vieux monsieur rote aussi. » Si vous deviez vous engager alors dans la gendarmerie ou chez les hippies, qu'est-ce que vous préféreriez? À la gendarmerie. Oui? Ah oui, la gendarmerie. Pour quelle raison? Je sais pas, j'aime bien. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis avec les gendarmes. Je suis très ami avec les gendarmes, ils sont très gentils avec moi partout. Pourquoi faire semblant d'accompagner une modernité qui ne lui correspond pas? Louis profite de son château aux 365 fenêtres avec Jeanne et avec leurs fils qui deviennent adultes. Olivier va délaisser le cinéma pour voler vers une carrière de pilote de ligne, tandis que Patrick s'apprête à devenir médecin. Quelle satisfaction pour Louis l'autodidacte de pouvoir payer des études à ses enfants. Un joli pied de nez à son père irresponsable. Quant à Daniel, son fils né de son premier mariage et que Louis voit de loin en loin, il a déjà fondé une famille. De Funès est désormais un patriarche qui goûte la revanche sociale que le cinéma lui offre. Les projets se bousculent, tous validés par Jeanne. Et Louis est enchanté à l'idée de retrouver Bourvil pour tourner La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs. Dans l'Espagne de Charles Quint, Yves Montand, ver de terre amoureux d'une étoile, Louis de Funès, bien sûr, grand d'Espagne, c'est le nouveau tandem comique réuni par Gérard Houry. Non, alors il faudrait mieux le faire venir d'ici à ce moment-là. Oui. La Folie des Grandeurs devait perpétuer le trio de la Grande Vadrouille. Mais Bourvil meurt quelques mois avant le début du tournage, en septembre 1970. De Funès perd un camarade, un complice. Il en est si profondément affecté qu'il n'a pas la force d'aller à ses funérailles. Et il n'a plus du tout envie de tourner La Folie des Grandeurs. Comment pourrait-il être drôle sans Bourvil à ses côtés? Le tournage est sur le point d'être annulé lorsque Simone Signoret sauve le film. Elle souffle à Gérard Houry l'idée incongrue de remplacer Bourvil par Yves Montand.
qui saura s'adapter à cette situation délicate avec intelligence. Je suis un fan, moi, de Louis de Funès. J'estime que c'est un personnage et un clown génial et que je sais m'effacer pour le laisser lui en avant. Parce que c'est aussi mon intérêt, c'est pas uniquement pour une question philosophique, je veux dire de désintéressement, c'est que j'ai tout intérêt dans le film que Louis de Funès soit remarquable. Parce que s'il est remarquable, c'est aussi bon pour moi. Finalement, tout le monde a envie que ça marche. Alors que les deux comédiens n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques, Yves Montand est très engagé à gauche, ils mettent un point d'honneur à ne jamais en parler. Même si De Funès fait mine de se désoler de l'engagement de Montand quand il dit « Le pire, c'est qu'il est sincère, il y croit à ses histoires, c'est quand même casse-bonbon. » Une dame comme vous, se promener à cette heure-ci dans les rues de Madrid, c'est pas prudent. Et comme ça, tu crois que je serais prudent, imbécile? Monseigneur. Face à Yves Montand, Louis retrouve l'envie de faire rire et le tandem fonctionne à merveille. Montand est extrêmement séduisant, tandis que le personnage de De Funès est si méchant qu'il en est vilain. Et quand l'un mesure 1,92 m, l'autre atteint péniblement le 1,64 m. L'effet comique est garanti. Même l'envie de tenter des improvisations revient, comme du temps de Bourvil. Mais bon, ça ne fonctionne pas toujours. Monseigneur a l'air d'être de bonne humeur ce matin. Mais non, je ne suis pas de bonne humeur, et vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Debout, comment le pam. Enfin, et osez. Monseigneur. C'est la C'est la quoi? La reine. Ah, la reine. La reine. Ah, on peut pas là. On peut pas, non. Quand ils ne sont pas empêchés par le plateau du petit déjeuner, De Funès et Montand peuvent avoir des fulgurances. Comme lors de cette scène devenue culte, la première réplique était écrite et tout naturellement, les comédiens ont eu l'idée d'enchaîner en vers sans en avoir l'air. Monseigneur, il est 8 heures. Oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Oh, ça alors. À mi-chemin entre le western et le film de princesse, La folie des grandeurs est un régal. C'est l'époque heureuse où le réalisateur Gérard Houry obtient ce qu'il y a de mieux pour son cinéma. Des films comiques et populaires, mais qu'il exige soignés et généreux. Des décors, des costumes, de l'action, de l'amour et des gags. L'équation est parfaite, tout y est. Et le succès de La folie des grandeurs est immense. De Funès sillonne la France pour assurer la promotion du film, mais la célébrité lui pèse de plus en plus. Il ne sait pas quoi faire de cette formidable popularité. Tout ça, c'est beaucoup pour moi. Je suis toujours un peu embêtée, un peu empêtrée. Je n'étais pas fait pour ça. Je voulais être acteur, mais pas une vedette, dit-il comme victime du syndrome de l'imposteur. On dirait que, malgré votre succès, vous n'avez pas l'impression que c'est arrivé. Que vous avez fait l'espèce d'escroquerie, moyennant quoi, en ce moment, vous êtes à la première place. Oui, c'est un peu ça, vous avez raison, oui. Oui, il me semble. Mais qui peut dire que c'est arrivé? Mais qui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous En avez... descendant l'escalier, qu'est-ce qui peut m'arriver en descendant l'escalier? Je ne sais pas. Un gag. Lui peut dire, ah oh, peut-être une tuile ou quelque chose. Je ne sais pas du tout. Il a beau le cacher derrière son rire, De Funès a une conscience aiguë de la fragilité des choses. Il pense qu'il peut tout perdre d'un coup. Lui, le fils de Léonore, l'amoureuse ruinée, le fils de Carlos, l'aventurier égoïste, n'en finit pas de porter son histoire en dépit des triomphes. Je suis devenue une star, mais je n'ai jamais cessé d'avoir faim. La nuit, je me réveille parfois en sursaut et je sens un terrible creux à l'estomac. Je ne veux pas revenir dans l'état où j'étais avant. Ah non, c'était vraiment trop dur. Et je n'ai plus l'âge. J'ai l'inquiétude. Moi, je devrais m'appeler Monsieur Inquiétude. L'inquiétude de tout. Une mouche qui passe de travers, je me demande pourquoi elle est passée de travers. Oh, c'est épouvantable. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais maintenant, je crois pas, j'ai un caractère qui n'est pas épatant.
Pour les miens qui n'est pas drôle. Et pourquoi, mon Dieu? Parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants charmants, une femme charmante, j'ai un appartement charmant, je gagne bien ma vie, je fais le métier. Non, je suis inquiet. Je trimballe ça. Avant, j'étais inquiet sur un fil. Aujourd'hui, je suis inquiet dans un fauteuil. Le confort financier n'y change rien, ou si peu. Plus il est populaire, plus il a peur de lasser son public. Comme elle vient de loin, cette crainte de ne plus être aimée. Elle se mêle à sa vieille peur de manquer, et durant toute sa vie, Louis va s'inquiéter de ne pas avoir assez d'argent. Plus fourmi que cigale, il refuse systématiquement d'être payé avec un intéressement aux recettes de ses films. Alors en plus de sa réputation de méchanceté, De Funès traîne aussi celle d'être radin. Il faut dire que les enjeux financiers sont énormes et que les films reposent entièrement sur les épaules du comédien. Quand il s'agit de négocier, De Funès laisse sa délicatesse dans sa poche et exige des salaires mirobolants. Il obtient des fortunes, puisque tout producteur qui signe avec lui a l'assurance de toucher le jackpot. S'il sait en profiter pleinement, le comédien n'est pas dupe du jeu de rôle qui s'installe lorsqu'il est question d'argent. Les producteurs qui veulent nous faire signer, ils déploient déjà tout. Ils sont gentils. On n'arrive pas des bouches avec des tous les déjeuners, d'un petit peu de champagne. Puis une fois que c'est signé, fini. Même pas un petit déjeuner, rien du tout. Je pense que c'est. On devrait faire un film sur certains producteurs, c'est très drôle. Attitude des gens qui ont besoin de vous et attitude de ceux qui n'ont pas besoin de vous. Rien ne peut venir que de moi et par moi. De Funès en a assez. Il ne peut plus faire un pas dans Paris sans être sollicité. Au mieux, on lui demande des autographes, mais les mauvais jours, certains exigent une pitrerie ou une grimace. Progressivement, il refuse toutes les invitations, parce qu'ils vont encore me demander de faire le gugus. De moins en moins sociable, Louis se recroqueville dans son château et dit « À la campagne, je pense beaucoup à la bêtise humaine. » Un misanthrope, c'est un monsieur qui a beaucoup aimé les hommes. J'ai toujours eu beaucoup de déceptions qui m'ont beaucoup marqué. Et maintenant, je me suis rentré dans ma coquille. Mais enfin, ça fait partie de mon inquiétude. Le misanthrope qu'il dit être devenu s'épanouit comme une rose dès qu'il est dans son jardin. Transformé en gentleman farmer, il passe ses journées les mains dans la terre. Et là, il retrouve un peu de son enfance. Le jardinage, pour vous, ça n'est plus un passe-temps, c'est une passion. C'est une petite passion, oui. Mais oui, qui date depuis l'âge de 5-6 ans. Parce que je voyais mon père faire leur jardin. Et dans le jardin, j'ai trouvé le calme, le charme aussi du potager, de la nature, les oiseaux, le bruit des abeilles. Et ça m'a resté pour tout le restant de mes jours, je crois. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. D'ailleurs, partout les pucerons, j'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons et ça s'est calmé. Je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Elles respiraient. Visionnaire. De Funès qualifie même les pesticides de saloperie. Nous sommes au début des années 70 et il se révèle écologiste. Je crois que le Français moyen est maintenant très sensibilisé par ce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature. Et comme le disait le commandant Cousteau, il disait, en disant le mot de Cambrai, il disait, mais enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler, pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. De plus en plus concerné par la protection de la nature, il commence à penser que le cinéma peut faire passer des messages. Et il couche dans son cahier des idées de scènes qui reflètent son inquiétude. L'industriel pollue la rivière. Il dit aux ouvriers « Foutez-moi ça là-dedans ». En 2000, un monsieur demande s'il y avait des fruits, des fleurs, des arbres. Mais c'était comment? Pas de doute pour De Funès. Notre monde court à sa propre perte. Permettez, vous n'avez pas terminé votre dîner. Alors lui, qui est d'habitude si soucieux d'apparaître soigné à l'écran, se lancera quelques années plus tard dans la scène la plus décadente de sa carrière. Vous allez me suivre à la cuisine, hein? Pour défendre sa cause, et avec un jusqu'au-boutisme qui force l'admiration, il va bousculer son personnage, et nous avec. Mangez. Je ne mangerai pas. Mais si. C'est pas très bon, hein? C'est même très mauvais. Eh oui. Allez. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est joli, ça. La choucroute! Oh non! Allez! Allez, allez, allez. C'est bien dégueulasse, toute cette bouffe-là, hein? On ne s'y habitue pas. Oh, il faudra bien. Il n'y aura plus que ça bientôt. Vous avez un tempérament politique? Pas du tout. Jamais vous n'avez appartenu à un parti? Non, pas du tout. Jamais. En plus, ça ne m'intéresse pas du tout. Et regardez à la télévision, vous voyez deux hommes, pas des hommes d'État, mais des hommes politiques. Un de gauche et un de droite qui se parlent. Et c'est toujours d'une courtoisie, alors que c'est pas possible. Si vraiment les idéologies étaient fortes, ça ne pourrait pas aller au-delà de 3 minutes, se foutre un coup de poing, une tarte, et puis ça, on ne peut pas discuter si on est... C'est tellement opposé, vous comprenez? Les idées sont tellement opposées, les idéologies. Vous n'êtes pas tellement tolérant? Non, pas du tout. Étrange paradoxe, alors même qu'il rejette farouchement la politique, les films de De Funès ne parlent que d'abus de pouvoir. Mais il est vrai qu'il propose un cinéma totalement déconnecté de la réalité, où la violence du monde est comme gommée, et où le bourgeois est souvent ridiculisé. C'est grâce à cela que le comique français va devenir extrêmement célèbre en Russie et dans tout le bloc soviétique. Parce qu'ils sont drôles, bien sûr, avant tout, mais aussi parce qu'ils ne dérangent pas. Ces films traversent donc les frontières et portent le comédien vers un succès international. Partout en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, où il reste une véritable star, Louis de Funès est diffusé tant et plus. À charge pour les acteurs étrangers de tenir le rythme et d'avoir du souffle. Et maintenant, je vous dis tout! La ferme! Sie glauben, Sie leben 1900? Das stimmt gar nicht. Sie leben 1970. Paff! Und der Nordpol sagte Ihnen gar nichts, nein? Imprigionato per 65 anni in un blocco di ghiaccio e che hanno ritrovato intatto 2 mesi fa! Hubert! La ferme! Usted no tiene 25 años, tiene 90. ¡90! Y es el abuelo de su madre, quiero decir, de mi mujer, que por cierto no se llama Clementina. Usted yo Malgré sa formidable renommée internationale, Louis de Funès ne se déplace pas. Il déteste voyager et ne voit pas pourquoi il se forcerait à quitter la France, puisque justement ses films marchent très bien. Pourtant, le comédien va finalement décider de sortir de sa tanière pour remonter sur scène. C'est plus fort que lui. Il a besoin d'aller retrouver son public. Ce sera Oscar en 1971. Et maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Vous êtes l'acteur français sans doute le plus populaire actuellement au cinéma, et voici au théâtre qui est quand même une servitude, il faut y aller tous les soirs, il y a de bonne humeur et tout drôle tous les soirs. Alors on peut se demander pourquoi Louis de Funès... Mais c'est parce que c'est mon métier. C'est mon métier, je viens du théâtre, et puis là je retourne au théâtre parce que j'ai besoin du théâtre. Et moi ça m'a fait rajeunir, régénérer l'esprit. Germaine, j'ai à te parler. Ta fille a un amant. Moi aussi. Je dis, moi aussi j'ai à te parler. Alors, vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. Enfin, c'est moi qui viens de le dire. Je le savais avant que tu me le dises. Sur scène, De Funès est comme un savant fou dans un laboratoire de recherche. Il tente une improvisation, constate immédiatement l'effet sur les spectateurs et il en tire des conclusions. Ça m'a appris qu'un geste... ça m'a appris un peu l'art du mime que je ne connaissais pas. Un geste, vous faites ça, ça. Et ça reste dans l'air un certain instant, le geste. Je fais une forme et la forme reste. On voit la forme. Alors je fais ça, on a l'impression que le nez, on tire vraiment. On a l'impression de voir le nez s'allonger. C'est une chose curieuse, mais je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a certains gestes qui font que une forme reste dans l'air. Par 2 fois, je vais aux limites de mes forces, je ne peux même plus respirer, je suis obligé de m'allonger pour retrouver la respiration.
Parce qu'il y a Mario David qui est en scène, et à ce moment-là, moi, je lui aurais bien les 2-3 fables à dire, là, pour qu'il rallonge un petit peu, je retrouve mon souffle. Mais ça tombe pile, et puis il faut que je rentre, alors là, 300 à l'heure après. Louis a déjà 57 ans. Un autre que lui penserait à se ménager ou à économiser un peu ses effets, mais il ne veut rien savoir. Grisé par les planches, il surjoue tout et tient le public dans le creux de sa main. Mon Dieu, faites attention, mon Dieu, quoi. Enfin. Le succès d'Oscar est tel que la troupe est invitée à jouer devant le président Pompidou à l'Élysée en 1971. C'est la deuxième fois que Louis s'y rend. Déjà en 1967, le général de Gaulle l'avait accueilli d'un « Bonjour, maître ». Jamais personne ne l'avait appelé ainsi. Le petit comédien parti de rien, qui finit par faire hurler de rire les présidents de la République française. C'est une formidable consécration pour Louis de Funès, un incroyable destin qu'il s'est lui-même écrit. Difficile désormais d'accepter que quoi que ce soit lui résiste. Le comédien est maintenant tout puissant sur les plateaux. Comme sur le tournage d'Oscar d'Édouard Molinaro, qui va se transformer en cauchemar parce que le réalisateur a la mauvaise habitude de ne pas rire. Il y a des metteurs en scène qui ne rient pas du tout, alors c'est pas encourageant. Puis il y a des metteurs en scène qui disent « Silence, mes enfants, allons !» Oui, oui, la ferme. Vas-y. Alors, là, vous savez, vous êtes déjà... Oh, c'est terrifiant. Et c'est des metteurs en scène de comédie. Alors il faut aller rechercher au plus profond de soi-même, ressortir ça de là-dedans, des envies de rire, je sais pas d'où, des envies de s'amuser, parce qu'il faut s'amuser avec le personnage que l'on fait. Si on ne s'amuse pas, le public ne s'amuse pas non plus. Face à Molinaro, De Funès n'a donc plus envie de s'amuser. Moi non plus. Il est même devenu imbuvable et diffuse sur le plateau un vent sec et glaçant. Donc, bon, je ne veux pas discuter plus longtemps sur la façon dont vous vous êtes enrichi. Merde alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au 100 mm, oui. Ah, je sais pas, je vais monter sur ses épaules. Non, vous êtes trop écarté, Louis. Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc, Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi, mais ça, c'est moi qui peux le sentir. Un acteur comique est un auteur, dans toute chose. On devrait leur dire, d'ailleurs, on ne devrait jamais leur donner du texte à jouer. On devrait leur dire, dites, voilà une situation, vous allez m'écrire votre texte. Écrivez-moi votre texte, vous allez nous dire comment vous voyez, et puis le conseiller, et les diriger tout doucement. Voilà. Sûr de son talent, l'auteur De Funès a finalement conquis tout l'espace pour explorer les registres de son comique. Il joue le jeu de tout son corps. Et voilà. Tantôt monté sur ressort, et d'autres fois souple comme un gros chat, jusqu'à nous offrir des moments de grâce jubilatoires. Mais au fil du temps, De Funès commence à avoir le sentiment de se répéter et de tourner en rond. Il lui faut d'urgence trouver un deuxième souffle. J'en peux plus, j'arrête, je m'arrête. Allons, Chouki, venez. Il faut que je me renouvelle, justement. Je crois que j'ai du succès sur la lancée du nom, sur le machin. Mais moi, je me lasse, moi. Il faut que je change, il faut que je retrouve les sources de rigolade que j'avais avant. Je partais de l'avant, là je pars moins. Maintenant je commence à bedonner, à rester dans un fauteuil et des lunettes, et ça ne me va pas, ça. Mais je sais pourquoi et comment tout ça. Je vais changer ça. Et voilà l'aventurier du rire prêt à reprendre son baluchon. Il brûle de repartir pour pousser un peu plus loin son exploration de la bassesse humaine. Et il sait qu'il peut compter sur Gérard Houry pour être du voyage. Louis me dit toujours, qu'est-ce que tu me dis? Écris-moi un personnage. Il adore, il me dit toujours, écris-moi une saloperie. C'est-à-dire un personnage qui est un personnage agressif et un personnage très souvent avec des intentions profondes, non pas de méchanceté, mais de satire sur le monde. Or, c'est un interprète qui a une vertu absolument extraordinaire, Louis de Funès,
c'est de pouvoir jouer des personnages odieux sans être antipathique et de leur garder toujours une espèce de côté qui fait qu'il y a un charme et une gentillesse au travers de tout ça. Ce personnage odieux que De Funès tient tellement à jouer, ce sera Victor Pivert dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Ah, bah, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille? Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Il y a du génie dans le jeu de Louis de Funès, du génie aussi dans cette toute petite phrase. 4 mots. Salomon, vous êtes juif, qui réussissent à désamorcer l'ignorance et la bêtise humaine par la seule puissance du rire. C'est la vieille France que De Funès incarne ici. Une France dont l'antisémitisme se révèle à travers une histoire culottée. Celle d'un raciste obligé pour sauver sa peau de se déguiser en rabbin et de prendre la fuite avec un révolutionnaire arabe. Ça se met en arrière, enfin ça se met comme on veut. Normalement, il se met droit, mais vous pouvez le mettre en arrière si vous voulez. Non, il sert, bah, il faut qu'il serre comme ça. Mon personnage, c'est Monsieur Pivert, le personnage qu'a inventé Gérard Horry et sa fille, c'est et Daniel Thompson, c'est un bonhomme horrible. Il est anti-tout, il vaut tout, depuis anti-français, anti-voiture, anti-souvenir, et puis après anti-juif, anti-arabe, il est anti-noir, il y a tout, il est anti-tout. Et finalement, je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que, je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti... il doit m'en rester encore. Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Horry, ça m'a décrassé l'âme. Lorsqu'il admet que son âme était encrassée, De Funès fait preuve d'un sacré courage et d'une grande capacité à se remettre en question. Avec Victor Pivert, il touche la quintessence de l'abjection. Mais Pivert va se racheter et pour Louis, c'est essentiel. Il lui faut des personnages qui lui ressemblent. Si et seulement si une évolution du rôle est possible, De Funès accepte de plonger dans la noirceur de l'âme humaine. Silence! Rabbi Jacob, elle va parler. Allez-y, dites quelque chose. Ah! Cher Rosenfeld! Cher Rosenberg! Cher Cachet! Mais non, pas ça. Alors ça, cher Lévy! Cher Lévy! Le film le plus politique de Louis de Funès va immédiatement se cogner à l'actualité. Il sort le 18 octobre 1973, en pleine guerre de Kippour, alors que les Israéliens font face à l'offensive de leurs voisins arabes. Un extraordinaire détournement d'avion en France, entre Paris et Nice, à bord d'un Boeing d'Air France, et par une jeune Française, l'épouse du publiciste Georges Craven. Le jour de la sortie de Rabbi Jacob, l'épouse de Georges Craven, alors chargée de la promotion du film, détourne un avion d'Air France. La jeune femme, psychologiquement fragile, exige l'annulation de la sortie des Aventures de Rabbi Jacob, qu'elle juge pro-sioniste.
Après avoir accepté que les passagers évacuent l'appareil, elle sera finalement abattue sans sommation par les forces d'intervention. En promotion, 3 jours après le drame, Louis de Funès continue de se demander s'il n'y avait pas moyen d'éviter la mort de cette femme de 35 ans. Il restera profondément marqué par la violence de ce dénouement. Je précise tout de suite que Rabbi Jacob est un film qui, en fonction des événements actuels du Proche-Orient, n'est absolument pas gênant. Jamais il n'est gênant, au contraire, je dirais même, car il est très... Enfin, il se dégage de ce film un grand sentiment de fraternité. Il y a une petite phrase très jolie lorsque vous vous trouvez en face d'un juif qui se nomme Salomon et d'un arabe qui se nomme Slimane. Vous vous souvenez de la phrase? Slimane, qui est le chef arabe, est assis sur sa moto. Moi, je suis derrière lui en tandem. Et d'un seul coup, je dis, mais je les regarde l'un et l'autre, je dis, mais dites donc, Slimane, Salomon, Slimane, Salomon, Slimane, Salomon, Salomon, Slimane, Slimane. Vous n'êtes pas un peu cousins? Et alors, il y a le Giraud, qui fait Slimane, qui dit, éloigné. Et il se serre la main quand même. Voilà. Dans cette synagogue de carton-pâte qui n'est qu'un décor de cinéma, l'émotion de Victor Pivert est en fait celle de De Funès. Louis, le catholique pratiquant, sera bouleversé par le tournage de cette scène. Bénissez-moi, oncle Jacob. Je te bénis, David. Vous aussi, Rabbi Seligman. Face à cet enfant juif qui demande à un arabe de le bénir, Dieu soit avec toi, David. on ne peut que regretter que la vie ne puisse pas se résoudre comme dans un film de Gérard Houry. Mais De Funès ne veut pas s'en tenir là. Il est décidé à creuser cette veine de comédie satirique qui parle de politique à bas bruit. Le voilà prêt à incarner un dictateur sud-américain dans Le Crocodile, le nouveau projet de Gérard Houry. Mais l'histoire va s'écrire autrement. Peut-être fallait-il s'y attendre. Trop de vin et de bonne chair, trop de colère jouée ou bien réelle, trop d'inquiétude, trop de tout. En mars 1975, à 60 ans, Louis de Funès est victime de 2 attaques cardiaques successives. Il s'en sort, mais les médecins sont formels. Il doit se ménager. Alors, vous êtes toujours au régime? Toujours au régime. Oui, très bien. Jusqu'à la fin de mes jours, comme ça, je sais savoir. Louis a l'élégance de donner le change, mais en réalité, la dépression guette. Plus question de tourner Le Crocodile, le rôle est trop physique pour son cœur fragile. Le temps est suspendu et De Funès l'hyperactif ne sait pas comment rebondir. « Si je ne tourne plus, je ne sers à rien », dit-il à ses enfants. Et son cahier révèle son profond désarroi. Faire semblant. Tout le monde fait semblant. Semblant amitié, semblant d'être heureux, semblant d'être gai, et une fois chez soi ou en lieu sûr, nous sommes ce que nous sommes. Une scène où un monsieur a peur de mourir. Louis a beau transformer sa nouvelle vie en idée de scène, il ne tourne plus. Jusqu'à ce qu'en 1976, Christian Fechner, jeune producteur, lui propose L'aile ou la cuisse, réalisé par Claude Zidi. Fechner aura bien du mal à convaincre les assureurs de couvrir De Funès, devenu si vulnérable. Finalement, le tournage a lieu, sous haute surveillance. Louis doit se reposer toutes les 2 heures et un médecin est présent en permanence sur le plateau. Mais ce qui est impératif pour De Funès, c'est surtout d'adapter son jeu à sa nouvelle condition physique. Mais papa, t'es pas en état d'y aller. Mais... Je peux même plus me mettre en colère. Ah, tu peux plus te mettre en colère. Eh ben moi, je peux me mettre en colère. Alors tu vas rentrer dans la roulotte, tu vas prendre tes médicaments, et puis tu vas attendre que je revienne, d'accord? D'accord. Allez. Pour justifier les limites du jeu de De Funès, le film prend le parti de souligner ce que le comédien est devenu. Faut recommencer à manger, monsieur Duchemin. Regardez comme c'est bon. Oh non, plus tard, plus tard. Je vais vous faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnées. Menteuse. Pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres. Docteur! Piqueuse. Docteur!
Mais même s'il doit faire attention, le naturel revient au galop. Ah bah tu vas déjà mieux. Il ne veut pas subir, et quoi qu'il arrive, il veut rester drôle. Je suis là pour faire du bien aux gens, dit-il, persuadé qu'il ne sait faire que ça. Coluche, déjà très célèbre, va l'aider en acceptant de faire partie de l'aventure. L'aile ou la cuisse devient le théâtre d'une transmission inattendue entre deux comiques diamétralement opposés. De Funès, le conservateur, qui joue le père de Coluche, le transgressif. D'une génération à l'autre, c'est comme un passage de relais. Gérard, réponds-moi! Il fait pas froid. Il fait pas froid. Non? Les critiques, jamais en reste d'une vacherie, se félicitent que Louis de Funès gesticule moins que d'habitude et que son visage exprime enfin plus d'une nuance. Il n'empêche, le film sera un succès commercial. Les Français continuent de signifier à De Funès leur profond attachement. Alors le comédien se sent enfin d'attaque pour affronter Molière. Il en avait envie depuis des années, sans oser. Finalement, avec l'aide de Jean Giraud, il va réaliser en 1980 L'Avare et signer ainsi son seul film. Pour l'avarice, il s'inspire une fois de plus de sa mère depuis longtemps disparue et qui se mettait dans des états invraisemblables dès qu'elle pensait avoir perdu 1 centime. Et De Funès compte sur son cœur pour ne pas lui faire faux bond. Hors de question de s'économiser en jouant la scène dont il rêve depuis si longtemps. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. À l'issue de ce film étrangement crépusculaire, Louis de Funès est rattrapé par ses angoisses. Il dort mal, le sommeil le fuit, alors souvent il allume la radio. Au cœur de la nuit, il s'apaise en écoutant Macha Béranger. Vous le ressentez personnellement, Didier? La journaliste répond aux appels de noctambules qui se confient à elle. Louis finit par la rencontrer et elle va le convaincre de venir échanger devant un micro. Nous sommes en 1980. Bien, Louis de Funès, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je ressens votre présence à mes côtés ce soir comme un immense cadeau. Et aussi de parler avec vous, c'est ça qui est merveilleux. D'avoir une interlocutrice comme vous, ça c'est très charmant. Macha Béranger réveille De Funès. Elle le stimule et l'enchante. Louis le pudique se confie à elle comme jamais et il accepte même d'évoquer sa foi au micro. Vous dites vous-même une chose très, très belle. Enfin, vous dites que vous croyez parce que vous avez eu des preuves. Oui, j'ai eu des preuves, j'ai eu des gros chagrins ou des choses, enfin, vous savez, pendant l'occupation, pendant la guerre, des choses comme ça. Oui. Et j'ai prié. Je crois que ceux qui nous ont quittés sont à côté de nous. Ils sont toujours là. Et viennent, comme ça, ils viennent. Oui. Vous les appelez, ils viennent. Ah, vous êtes dans la main du Seigneur. Oh, ça se pourrait. Mais ça se pourrait. Mais vous savez que vous êtes merveilleux, on vous écouterait 3h30. Je me régale. Ben, tant mieux. Voilà, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire surtout encore un très très grand merci. Moi j'étais ravi. Alors à bientôt, Louis de Funès. Macha sera la dernière vraie rencontre de Louis. Elle entre dans sa vie au moment où il est prêt à l'accueillir, quand il s'ouvre à nouveau aux autres. Depuis ses problèmes de cœur, Louis sait que la vie file trop vite et aussi sans doute que le temps lui est compté. Le comique est fatigué. Les projets se font de plus en plus rares. Après La soupe aux choux et Un ultime gendarme, le cœur de Louis de Funès cesse définitivement de jouer le jeu. Il meurt d'une crise cardiaque le 27 janvier 1983, à l'âge de 68 ans. Mais Louis, l'anxieux qui trimbalait son inquiétude partout,
est parti l'esprit apaisé. Peu de temps avant sa mort, il a couché quelques mots dans son cahier d'écolier. Les biens de l'âme sont immortels. Le bonheur est dans les échanges réciproques. L'optimiste cherchera à réjouir ceux qu'il veut rendre heureux. Je dois faire preuve de calme, de persévérance et de bonne humeur. Silence! Rabbi Jacob, elle va danser! Si Louis de Funès avait été là, s'il s'était promené dans le Marais à Paris un jour d'été et qu'il était tombé par hasard sur cette scène étonnante, il serait sans doute à son tour entré dans la danse. De Funès aurait été enchanté de voir que cette folle énergie traverse les décennies, tout comme il serait ravi d'apprendre qu'il continue de nous faire danser, de nous faire rire et de nous réunir